Le jour du mariage de mon fils unique fut le jour où j'ai enfin compris que j'avais élevé un étranger. Abonnez-vous s'il vous plaît, car cette histoire va vous révéler comment une mère peut perdre tout ce qu'elle a construit en une seule soirée, et comment elle peut tout reprendre avec la précision d'un chirurgien. Je me tenais dans l'entrée du château de Malmaison, regardant les invités affluer vers la réception de mariage la plus somptueuse que Paris ait vue cette année. 63 ans d'âge, 40 années à bâtir un empire immobilier pierre par pierre, et voilà où cela m'avait mené. À chercher ma place assignée comme une invitée ordinaire au mariage de l'homme que j'avais mis au monde. Le carton d'invitation portait mon nom, bien sûr. Mais pas le titre qui aurait dû l'accompagner. Pas mère du marié. Juste Madame Dubois. Comme si j'étais une relation d'affaires venue présenter ses respects. Marie-Claire, mon assistante depuis 20 ans, me suivait à distance respectueuse, ses yeux perçants notant chaque détail de cette mascarade. Elle avait organisé assez de mes propres événements pour reconnaître une hiérarchie soigneusement orchestrée. Et nous n'étions clairement pas au sommet de celle-ci. Table 47, murmura-t-elle en consultant son téléphone où elle avait photographié le plan de table. Nous échangeâmes un regard. Table 47. Au fond de la salle, près des cuisines, là où on place habituellement les employés et les connaissances lointaines. Mais ce qui me glaça vraiment le sang, ce fut l'instant où je croisai le regard de Céleste, la nouvelle épouse de mon fils. Elle portait ma bague saphir, celle que ma grand-mère avait léguée à la future belle-fille de la famille. Mais sur ses lèvres, ce sourire. Ce sourire qui disait « J'ai gagné, et vous avez perdu ». Elle s'approcha de nous avec cette grâce étudiée qu'on enseigne dans les écoles privées suisses, sa robe de mariée signée Dior bruissant sur le parquet d'époque. « Madame Dubois, dit-elle, sa voix cristalline portant juste assez fort pour que les invités proches puissent entendre. Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. J'espère que vous et votre assistante ne vous sentirez pas trop déplacés. Il y a un service très agréable prévu pour le personnel aux cuisines, si vous préférez. » Le silence qui suivit fut si dense que même l'orchestre sembla jouer plus doucement. Marie-Claire posa sa main sur mon bras, un geste discret qui signifiait « Laissez-moi m'en occuper ». Mais je levai la main. 40 ans à diriger des conseils d'administration m'avaient appris la valeur du silence stratégique. Comme c'est attentionné, répondis-je simplement, ma voix aussi neutre qu'un contrat commercial. Nous trouverons notre place. Ce que Céleste ne savait pas, c'est que j'avais déjà trouvé la mienne. Et ce n'était pas à cette table, dans cette salle, ni même dans cette famille qui avait oublié qui avait payé pour tout cela. Mon fils Thomas apparut à côté de sa nouvelle épouse, resplendissant dans son smoking sur mesure, celui que j'avais commandé chez Charvet, naturellement. Il m'embrassa sur la joue avec cette affection mécanique qu'on réserve aux obligés. « Maman, tu es magnifique ce soir, » dit-il, ses yeux déjà cherchant par-dessus mon épaule les invités plus importants qu'il devait saluer. Les Rothschild étaient là, ainsi que plusieurs ministres et le gratin de l'immobilier parisien. Tous des gens que j'avais côtoyés, avec qui j'avais fait des affaires, qui me connaissaient comme l'architecte de l'Empire du Bois. Mais ce soir, j'étais juste la mère. Une femme vieillissante qu'on tolère parce qu'elle signe encore les chèques. « Thomas, dis-je, ma main trouvant instinctivement le pendentif en or que je portais, celui qui contenait la clé de mon coffre-fort privé. Nous devons parler demain. De l'entreprise. » Son sourire se figea imperceptiblement. « Bien sûr, maman. Mais pas ce soir. C'est notre soirée. Notre soirée. Pas la sienne et celle de Céleste. Notre soirée. » Comme si j'étais sa partenaire dans ce spectacle, plutôt que la bailleur de fonds invisible. Je regardais autour de moi les arrangements floraux à 50 000 € que j'avais payés, les magnums de cristal que j'avais commandés, l'orchestre de chambre que j'avais engagé. Tout portait ma signature financière, mais rien ne portait ma reconnaissance. C'est alors que les souvenirs commencèrent à défiler. Thomas, à 8 ans, me regardant dessiner les plans de notre première maison sur la table de notre minuscule appartement de Belleville. « Maman, pourquoi tu fais toujours des maisons pour les autres et jamais pour nous ?» avait-il demandé. Et moi, levant les yeux de mes calculs.
parce que chaque maison que nous construisons nous rapproche de la nôtre, mon chéri. Thomas a 15 ans, boudant dans la Bentley parce que ses amis du lycée Henri IV avaient des pères banquiers ou diplomates, pas des mères qui portaient encore leurs bottes de chantier. « Tu ne peux pas être comme les autres mères » avait-il grommelé. Et moi, serrant le volant, les autres mères n'ont pas construit un empire pour que tu puisses y hériter, Thomas. Thomas a 25 ans, diplômé d'HEC, revenant de son stage à Londres avec des idées sur la modernisation de l'entreprise et un mépris à peine dissimulé pour mes méthodes artisanales. Et moi, signant les papiers qui faisaient de lui mon associé, pensant que c'était de l'évolution naturelle. Mais ce soir, regardant mon fils naviguer entre ses invités comme un politicien en campagne, je réalisais que quelque part entre Belleville et Malmaison, j'avais perdu un fils et gagné un étranger élégant qui parlait de synergie et de levier financier avec la facilité de quelqu'un qui n'a jamais eu à se battre pour un centime. Le dîner fut un exercice d'humiliation raffinée. Assise à ma table d'exil, j'écoutais le président de la Banque de France raconter des anecdotes sur le jeune Dubois et son sens inné des affaires. Personne ne mentionna que ce sens inné avait été financé par 40 ans de ma sueur et de mes nuits blanches. Quand vint le moment des discours, Thomas se leva avec cette assurance que seuls possèdent ceux qui n'ont jamais douté de leur légitimité. Sa voix porta facilement dans le silence attentif de la salle. « Mes chers amis, Céleste et moi sommes touchés de vous voir tous ici ce soir. » Il parla de l'amour, de l'avenir, des projets communs. Puis, presque comme une note de bas de page, je voudrais aussi remercier ma mère pour tout ce qu'elle a fait. Le silence qui suivit fut étrange. Pas d'applaudissements spontanés, pas de bravo Madame Dubois, de la part des invités qui me connaissaient. Juste un vide poli, comme si Thomas venait de mentionner le service traiteur. Céleste rayonnait à côté de lui, sa main possessive sur son bras, mes boucles d'oreilles héritées scintillant à ses oreilles. Elle avait gagné. Le fils, la fortune, le statut. Et moi? J'étais devenu un élément du décor, un meuble coûteux dont on reconnaît vaguement la valeur mais qu'on oublie de remarquer. C'est à cet instant précis que quelque chose se brisa en moi. Pas mon cœur, celui-ci s'était endurci depuis longtemps dans les salles de réunion et sur les chantiers. Non, ce qui se brisa, c'était l'illusion que j'avais entretenue pendant des années, que bâtir un empire pour son enfant était la même chose que bâtir une relation avec lui. Je me levai discrètement, mon sac Hermès à la main, et sortis sur la terrasse. Les jardins à la française s'étendaient devant moi, parfaitement entretenus grâce aux jardiniers que je payais mensuellement. Même ici, ma générosité était invisible mais omniprésente. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Pierre Monclerc, mon conseiller financier privé. Il décrocha à la première sonnerie, malgré l'heure tardive. « Madame Dubois? Tout va bien. » « Pierre, je veux que vous annuliez le transfert prévu pour lundi. » Un silence. Le transfert de 5 millions d'euros? Celui destiné au compte joint de Monsieur Thomas. Celui-là même. Et je veux un rendez-vous demain matin. Nous avons des modifications importantes à apporter à mes dispositions financières. Bien sûr, madame. Puis-je demander? Non, Pierre. Pas maintenant. Demain. Je raccrochai et restai un moment immobile, respirant l'air frais de la nuit. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais légère. Comme si un poids invisible venait de glisser de mes épaules. Quand je retournai à l'intérieur, la fête battait son plein. Thomas dansait avec Céleste sur la vie en rose, leurs visages radieux dans la lumière dorée des chandeliers. Quelques invités me sourirent poliment, mais la plupart étaient trop absorbés par leur conversation pour remarquer mon retour. Je m'installai discrètement à côté de Marie-Claire, qui me lança un regard interrogateur. « Tout va bien, madame. » « Tout va parfaitement bien, Marie-Claire. » Pour la première fois depuis longtemps. Elle hocha la tête, cette femme remarquable qui avait partagé mes victoires et mes doutes sans jamais me juger. Si quelqu'un méritait ma loyauté, c'était elle, pas ces étrangers élégants qui dansaient avec mon argent. Les jours qui suivirent furent un exercice de chirurgie financière.
Dans le silence feutré de mon bureau rue Saint-Honoré, Pierre et moi disséquâmes méthodiquement l'architecture de ma générosité. Chaque virement automatique, chaque carte de crédit supplémentaire, chaque facilité accordée fut examinée sous ma loupe d'architecte. Ce que nous découvrîmes me laissa sans voix. En 6 mois, le couple avait dépensé près de 800 000 € en frais divers. Un voyage de 3 semaines aux Maldives, une collection d'art contemporain pour l'appartement, un service de décoration intérieure chez Pierre Fray, même une Rolex Daytona que Thomas s'était offerte pour célébrer ses succès professionnels. Aucune demande. Aucune autorisation. Ils avaient simplement puisé dans mes comptes comme dans un distributeur automatique personnel. Madame Dubois, dit Pierre, ses lunettes perchées sur le bout du nez, techniquement, Monsieur Thomas a procuration sur ses comptes depuis 2018. C'est vous qui aviez insisté? Je sais, Pierre. J'étais une femme différente en 2018. Une mère qui confondait l'amour avec l'abdication. L'annulation fut méthodique. Chaque carte désactivée, chaque virement automatique suspendu, chaque facilité révoquée. Mon avocat, Maître Rousseau, s'occupa des aspects légaux avec cette efficacité glaciale qui fait la réputation des cabinets du 16e arrondissement. Mais ce qui me procura le plus de satisfaction, ce fut la récupération de mes biens personnels. Le saphir de grand-mère, le peigne en écaille de tortue de mon arrière-grand-mère, même la broche art déco que j'avais offerte à Céleste pour son anniversaire, tout cela avait été emprunté sans permission. Marie-Claire se chargea personnellement de cette mission. Je la regardai partir un mardi matin, armée d'une liste détaillée et d'une détermination qui me rappelait pourquoi je l'avais promue au fil des années de simple secrétaire à bras droit indispensable. Elle revint 3 heures plus tard, un sourire satisfait aux lèvres et une petite boîte de velours à la main. Céleste a d'abord tenté de nier, rapporta-t-elle en posant délicatement mes bijoux sur mon bureau. Elle a dit que c'étaient des cadeaux de mariage, que vous aviez insisté pour qu'elle les porte. Puis elle a essayé les larmes, puis la colère. Et j'ai sorti la liste d'inventaire notarié et les photos d'assurance. Elle m'a tout rendu en tremblant. Même la broche, qu'elle prétendait avoir perdue. Je pris le saphir entre mes doigts, sentant sa fraîcheur familière. Ma grand-mère me l'avait donnée en me disant « Cette pierre a traversé 3 générations de femmes fortes. Assure-toi qu'elle reste dans des mains dignes d'elle. » Des mains dignes. J'avais failli à ma promesse. Mais le véritable test arriva 3 semaines plus tard, quand Thomas se présenta seul à mon bureau. Marie-Claire l'avait annoncé avec cette neutralité professionnelle qu'elle maîtrisait parfaitement, mais je vis dans ses yeux qu'elle était prête à le mettre dehors au moindre signe de ma part. « Fais-le entrer, dis-je simplement. » Mon fils entra dans mon bureau comme un homme marchant vers son exécution. Le Thomas triomphant du mariage avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus fragile, de plus jeune. Il portait un costume froissé, pas son habituelle élégance impeccable, et ses cheveux n'étaient pas parfaitement coiffés. « Maman »« Assieds-toi, Thomas. » Il obéit, ses yeux évitant les miens. Le silence s'étira entre nous, chargé de 40 ans d'histoire non dite. « Je ne viens pas te demander de l'argent, dit-il finalement. Je sais. Les cartes, les comptes, tout est bloqué depuis une semaine. Je sais. Céleste, elle ne comprend pas. Elle dit que tu es devenue folle, que tu nous punis parce que tu es jalouse de notre bonheur. » Je me levai et marchai vers la fenêtre qui donnait sur la cour d'honneur de l'hôtel particulier qui abritait mes bureaux. Combien de fois avais-je regardé par cette fenêtre en pensant à l'héritage que je préparais pour mon fils? Et toi, Thomas, que penses-tu? Un long silence. Puis, d'une voix que je ne lui avais pas entendue depuis ses 15 ans. Je pense que j'ai oublié qui tu étais. Et qui j'étais censé être. Je me tournai vers lui. Pour la première fois depuis des années, je vis mon enfant dans ses yeux, pas le businessman calculateur qu'il était devenu. Il y a une différence entre recommencer et faire comme si rien ne s'était passé, Thomas. Je sais. Je ne serai plus ta filet de sécurité. Tu es un homme de 40 ans avec un diplôme d'une des meilleures écoles du monde. Prouve-le.
Il hocha la tête, les larmes aux yeux. Et l'entreprise? L'entreprise survivra sans moi. Elle devra apprendre à survivre sans toi aussi. Cette phrase le frappa comme une gifle. Tu me renvoies? Je ne te renvoie pas. Je me retire. Il y a une différence. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités légales. Maître Rousseau rédigea les documents qui transféraient le contrôle de l'entreprise Dubois à un conseil d'administration indépendant. Thomas gardait ses parts, mais ne pourrait plus prendre de décisions unilatérales. Céleste n'avait aucun droit sur quoi que ce soit. Mes avocats établirent également les statuts de la Fondation Dubois, destinée à financer l'éducation et l'entrepreneuriat féminin. La majeure partie de ma fortune y serait transférée à ma mort, garantissant qu'elle servirait à construire d'autres femmes plutôt qu'à entretenir l'oisiveté de mes héritiers. 6 mois plus tard, je reçus une invitation dorée sur papier verger, le gala du cinquantenaire de l'entreprise Dubois. Thomas et Céleste avaient organisé une soirée fastueuse au Grand Palais pour célébrer l'héritage architectural de la famille. J'y allais. Pas pour me réconcilier, mais pour être témoin de l'histoire. La soirée était splendide, il faut le reconnaître. Thomas avait du goût, je le lui avais transmis malgré tout. Mais en l'écoutant discourir sur la vision Dubois et l'héritage familial, je sentis cette distance étrange qui sépare un architecte de ses anciens plans. C'était impressionnant, mais ce n'était plus à moi. Une jeune femme s'approcha de moi pendant que Thomas et Céleste posaient pour les photographes. Elle devait avoir 25 ans, avec cette énergie particulière des gens qui construisent leur avenir pierre par pierre. « Madame Dubois? Je suis Amélie Chêne, étudiante en architecture à l'École des Beaux-Arts. Je voulais vous remercier. » Me remercier. Votre approche de l'espace domestique, vos théories sur l'architecture émotionnelle, elles ont changé ma façon de concevoir les lieux de vie. Mon projet de fin d'études s'inspire directement de vos premiers travaux. Elle me montra sur son téléphone des croquis époustouflants, des maisons qui respiraient, des espaces qui évoluaient avec leurs habitants. C'était mon travail, mais en mieux. C'était l'avenir. Continuez, lui dis-je simplement. Le monde a besoin d'architectes qui comprennent que les murs ne suffisent pas. Il faut construire des possibilités. Après la soirée, je retournai une dernière fois dans l'appartement avenue Foch que j'avais acheté pour Thomas quand il avait terminé ses études. Céleste l'avait redécoré dans un style moderne glacial, effaçant toute trace de la chaleur que j'y avais mise. Mais dans un tiroir du bureau, je trouvai ce que j'étais venu chercher, un petit presse-papier en verre que Thomas m'avait offert pour mes 50 ans. « Pour que tes rêves ne s'envolent pas », avait dit la carte qu'il y avait jointe. Je glissai l'objet dans mon sac et partis sans un regard en arrière. Le lendemain, je signai l'acte de donation qui transférait la propriété de l'avenue Foch à la Fondation Dubois. L'appartement deviendrait un incubateur pour jeunes femmes entrepreneuses. Marie-Claire en dirigerait la gestion. « Vous êtes sûre, madame ?» me demanda-t-elle en regardant les papiers. « Plus que jamais, Marie-Claire. J'ai passé 40 ans à construire un héritage. Il est temps qu'il serve à quelque chose d'utile. » 3 mois plus tard, je reçus une lettre de Thomas. Pas un email, pas un message, une vraie lettre, écrite à la main sur du papier à lettres. Je la lus dans mon nouveau appartement rue de Grenelle, plus petit mais infiniment plus paisible. « Maman, je ne t'écris pas pour te demander pardon, les mots ne suffiraient pas. Je t'écris pour te dire que j'ai enfin compris ce que tu as essayé de m'enseigner pendant toutes ces années. L'héritage n'est pas ce qu'on reçoit. C'est ce qu'on mérite. Je commence un nouveau travail la semaine prochaine. Dans une petite agence d'architecture sociale. Le salaire est dérisoire par rapport à ce que je gagnais chez Dubois, mais c'est le mien. Entièrement. Céleste et moi, nous nous séparons. Elle ne comprenait pas pourquoi je voulais régresser, selon ses mots. Moi, j'appelle ça grandir. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner un jour. Mais je voulais que tu saches que ton fils, le vrai, est toujours là. Il a juste mis du temps à retrouver le chemin. Thomas. Je pliai soigneusement la lettre et la rangeai dans le tiroir de mon secrétaire, à côté du presse-papier en verre. Quelque part,
Dans un recoin de mon cœur que je croyais fermé, quelque chose bougea. Pas du pardon, pas encore. Mais peut-être, un jour, de la possibilité. La semaine dernière, j'ai parlé à un groupe de jeunes femmes entrepreneuses dans les locaux de ma fondation. Elles avaient cette faim que je reconnaissais, cette détermination qui forge les destins. L'héritage, leur ai-je dit, ce n'est pas ce que vous laissez derrière vous. C'est ce que vous rendez possible. L'une d'elles a levé la main. Madame Dubois, comment fait-on la différence entre construire pour quelqu'un et construire quelqu'un? J'ai souri, pensant à Thomas, à ses lettres de plus en plus fréquentes, à ses petits projets d'architecture sociale qu'il me décrit avec une passion que je ne lui avais pas vue depuis l'enfance. On construit pour quelqu'un quand on a peur qu'il échoue. On construit quelqu'un quand on accepte qu'il puisse réussir sans nous. Hier soir, assise sur ma terrasse face au jardin du Luxembourg, je regardais les dernières lueurs du soleil couchant dorer les toits de Paris. Mon téléphone était silencieux, aucun appel urgent, aucune crise à gérer, aucune urgence financière à résoudre. Juste le silence. Pas celui, lourd et gêné, des dîners familiaux tendus. Le silence choisi, celui qui arrive quand on a enfin appris à se contenter de sa propre compagnie. Thomas m'avait envoyé une photo ce matin, la maquette de son premier projet personnel, une résidence sociale pour femmes en difficulté. Tu as raison, disait le message qui l'accompagnait. L'architecture, c'est construire des possibilités. Peut-être que l'héritage, finalement, c'est cette capacité à transformer la douleur en leçon, l'échec en recommencement, la rupture en renaissance. En rentrant chez moi, j'ai pris le presse-papier en verre et je l'ai posé sur ma nouvelle table de travail. Mes rêves ne risquaient plus de s'envoler. Ils avaient trouvé leur place.